MSC Croisières, la compagnie qui vous invite à découvrir le monde en grand, vous présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, on va vous parler croisière aujourd'hui, un voyage vraiment pas comme les autres, car sur l'eau, tout est différent. Les sensations, la vue, les odeurs, le calme apaisant de l'immensité océane et cette qualité de vie à bord digne d'un palace. Une croisière, c'est comme un calendrier de l'Avent. Chaque jour, comme une surprise, une nouvelle escale. Attend derrière le hublot et on se dit vivement la prochaine. Et la prochaine, ça peut être la Grèce, l'arrivée dans le port du Pirée, ou plus loin celui d'Aqaba en Jordanie à l'aube, au pied du Djebel, Al-Kara à Oman, la majesté foisonnante des ports de Bombay, Hong Kong, Singapour, Osaka, Sydney, l'escale à Wellington au milieu du Pacifique, les eaux turquoises de Papeete, le parfum d'aventure qui flotte encore à Santiago du Chili, au légendaire Panama, la Barbade, Casablanca, voilà. On a fait le tour de quelques-unes des merveilleux souvenirs et des escales que chaque croisiériste garde gravées dans sa mémoire après son tour du monde. Car cette expérience unique, nous allons la partager avec vous dans le monde à découvrir. Vous n'aurez besoin pour tout bagage que votre curiosité, votre esprit d'aventure. Pour le reste, les professionnels de la croisière se chargent vraiment de tout. Vous n'avez qu'à embarquer. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et pour évoquer ce monde merveilleux de la croisière et du tour du monde, c'est un petit peu spécial comme émission aujourd'hui, nous avons sur ce plateau Patrick Pourbet qui est directeur MSC France, MSC Croisière. Bonjour Patrick. Bonsoir Christophe. Bien connu de nos services Patrick, qui vient parler de la croisière, et on sent d'ailleurs un frémissement. Oui, ça, on est très content. En ce début d'année 2023, on sent réellement une nouvelle attraction, une nouvelle attractivité de la croisière en France. Un public qui peut-être n'était pas encore décidé, a l'air de vouloir se décider maintenant à partir en croisière. Et ça, c'est très prometteur. Et on s'en ravit. Oui. Laurent Ribérol est avec nous. Alors Laurent Ribérol, il est avec son épouse Corinne en ce moment même sur le MSC Poesia. Il fait son 2e tour du monde. Il a quitté Funchal hier soir. Il est en plein milieu d'où, Laurent? Vous êtes au milieu de quoi exactement? Là, on est au milieu on est dans l'Atlantique. On a commencé la transatlantique. On est une transatlantique de 5 jours qui a commencé donc aujourd'hui pour rejoindre Princeton. Non, Bridgetown. À Bridgetown, dans les Caraïbes là-haut. D'accord. Donc on a commencé notre premier jour de croisière. L'air est relativement calme. Ça va bien là. On a un beau temps. Tout se passe bien. Vous êtes à bord du MSC Poesia et vous êtes parti pour combien de jours, Laurent? Là, actuellement, pour ce tour du monde, c'est 119 jours. 119 jours. On rejoint le port de Marseille. 119 jours. C'est 4 mois de voyage au tour du monde. C'est un super voyage, vraiment qualité exceptionnelle. Et puis, vraiment intéressant avec des escales qui sont vraiment exceptionnelles. C'est top. Et avec nous, Stéphane Protois, directeur du GIP Le Havre Croisière. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Alors, le port du Havre, situé sur la rive droite de l'estuaire de la Seine, a été créé en 1517 sur ordre de François Ier. C'est quand même quelque chose d'historique chez nous, le Havre. C'est à peu près 10 000 hectares, et puis, on va dire à la louche, 50 000 salariés qui travaillent dans l'activité. Aujourd'hui, on est heureux d'annoncer qu'il y a eu 150 escales et 400 000 passagers. Ils viennent faire quoi, vos passagers? Ils viennent d'où? Ils repartent où depuis le Havre? Ils viennent d'un peu partout et ils partent principalement sur la Manche mer du Nord, avec des destinations assez récentes qui tendent à se diversifier, notamment sur la presqu'île ibérique ou même sur la Norvège, avec des destinations nouvelles qui arrivent au fil de l'eau. Et effectivement, vous évoquez le nombre d'escales à 150 escales annuelles. On a aussi, comme le disait Monsieur Pourbet, des bonnes évolutions de trafic avec, pour l'année 2023, 175 escales en réservation pour l'année 2023. D'accord. Donc les passagers qui veulent faire du bateau, de la croisière, n'ont plus forcément aller à Barcelone ou à Marseille. Ils peuvent partir du Havre. Tout à fait. Grâce aux offres délivrées par les compagnies maritimes, oui. Absolument. Alors Patrick Pourbet, on va parler un petit peu de ces tours du monde que MSC Croisière propose. C'est quoi les formules? Combien de mois? Combien de temps? On part d'où? On va où? Comment ça se passe? Alors classique. Plutôt bien. Oui, ça se passe bien. Alors on a commencé, nous on est une jeune compagnie, donc on a 20 ans d'existence. Donc c'est vrai qu'on a attendu d'avoir une certaine maturité pour lancer nos premiers tours du monde. Il faut avoir quand même un certain nombre de clients pour avoir le nombre suffisant de clients pour un tour du monde. Mais finalement, ce qu'on a constaté, c'est quand on l'a lancé en 2019, c'était le premier tour du monde, il y a eu un engouement pour les tours du monde. Et donc très très vite, ils ont été remplis. Et alors en particulier en France.
Il faut savoir que depuis qu'on a lancé les Tours du Monde, c'est la clientèle française qui est la plus nombreuse à bord de navire. Très bien. Là, sur le Poesia, on a quasiment 700 passagers qui ont embarqué. Et particularité de 2023, c'est qu'on a 2 Tours du Monde qui sont partis au même moment. Alors, pour une raison très simple... Dans le même sens ? Alors, ils sont partis dans le même sens, mais vers des itinéraires différents. L'un va traverser le canal de Panama, l'autre va passer par Ushuaia. Donc voilà, on passe par des caps différents. Par contre, les 2 feront le canal de Suez à la fin. D'accord. Et donc, les bateaux sont partis en même temps, le 6 janvier, et on l'a voulu comme ça. Donc, on était vendredi dernier à Marseille, et on avait sur chacun des bateaux un grand nombre de passagers. Donc, au total, c'est 1300 passagers français qui sont partis autour du monde. Et je le disais, c'est la première nationalité, les Français. Alors, si la croisière n'est pas mature en France encore, sur le Tour du Monde, on est les premiers au monde. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable, ouais. C'est vraiment surprenant. Les Français aiment bien s'engager sur 4 mois, 3 mois, mais ils vont pas forcément faire des petites croisières de 15 jours, 3 semaines. Mais je pense que c'est lié à l'idée qu'on a de la croisière. Alors l'idée un peu ancienne de la croisière, qui est en train de changer, mais l'idée de base de la croisière, c'est qu'on part en croisière pour les destinations. Et ça. Un Tour du Monde, c'est l'expression ultime, évidemment, d'un voyage dédié aux destinations. La croisière moderne, comme on l'a déjà partagé à d'autres reprises, elle évolue vers le club de vacances, et ça, c'est une autre tendance de la croisière. Mais le Tour du Monde, c'est vraiment la superbe croisière. C'est 4 mois, par définition, pour faire un Tour du Monde convenablement en visitant un grand nombre d'escales, c'est 4 mois. Et le prix, c'est quoi la fourchette entre... Alors, le prix, évidemment, il faut le prévoir, il faut le planifier longtemps en avance. Mais c'est à peu près, le premier prix, c'est 15 000 €. D'accord. 15 000 €, pension complète, avec tous les spectacles, avec des boissons incluses à table, des vins à table. J'ai calculé, ça fait à peu près 120 € par jour pour le petit déjeuner, le dîner, les animations à bord. Donc c'est pas mal. C'est très très bien, c'est très correct. Tout à fait. 120 € par jour. Alors voilà, donc c'est vrai que sur l'ensemble, ça fait une grosse somme à sortir, mais c'est 4 mois. Donc si c'est planifié longtemps d'avance, c'est quand même un investissement qui n'est pas si irréalisable. Non, absolument. Laurent, quelle mouche vous a piqué de vous dire, tiens, un jour, je vais partir avec Corinne, on va faire un tour du monde. Qu'est-ce qui vous plaisait dans cette histoire ? En fait, Corinne est en fauteuil roulant depuis 2014 et suite à un accident cérébral. Et puis on a décidé de partir en vacances uniquement en faisant des croisières. On a trouvé que c'était le procédé était simple parce que c'est l'hôtel qui nous suit et ça évite de sortir les bagages et puis on voit du pays tout en gardant l'hôtel. Et puis donc on faisait, comme on vit au Québec, on a fait quelques croisières avec une compagnie américaine dans les Caraïbes et puis dans ces zones-là. Puis un jour, Corinne m'a présenté le Tour du Monde MSC. Elle m'a envoyé ça par mail. Et puis, j'ai regardé un petit peu, puis j'ai trouvé que c'était intéressant. Il y avait des escales qui étaient sympas, et notamment l'île de Pâques. C'est le Tour du Monde que fait actuellement aussi le Magnificat. Ils refont le même Tour du Monde qu'on a fait en 2020. D'accord. Il y a l'île de Pâques, il y avait l'île de Komodo, il y a vraiment des sites qui m'intéressaient vraiment. Et puis j'ai dit, bingo, le jour même, j'ai dit, on réserve et puis on va s'adapter. Donc on a réservé, puis après j'ai trouvé des arrangements avec mon employeur, parce que j'étais toujours en activité. J'ai trouvé des arrangements avec mon employeur, et puis on est parti comme ça, puis c'était vraiment exceptionnel. Alors, on parle souvent du côté merveilleux de la croisière, et notamment sur un Tour du Monde. Vous, quel souvenir merveilleux vous gardez de cette première croisière que vous avez faite ? Pour tout vous dire, en fait, pour nous, les croisières Tour du Monde, ça a plus l'aspect aventure humaine. C'est-à-dire qu'on est pendant 4 mois avec des gens avec des gens avec qui on passe du temps, et puis c'est vraiment une aventure humaine. Puis aussi, j'ai créé un groupe Facebook avant de partir, ce qui fait qu'on était déjà tout un groupe avant de partir, ce qui fait que c'était vraiment sympa. Et pour ce qui est de la croisière de 2020, c'est un peu bête ce que je vais vous dire, mais on a eu la période Covid qui a fait qu'on est resté 43 jours bloqués sur le bateau avant d'arriver à Marseille, et ça a permis de tisser des liens, et puis on était comme on le disait à l'époque, on était le seul bateau au monde à pouvoir encore sortir en boîte de nuit, se prendre dans les bras, puis continuer à faire la fête. Et on a vraiment un excellent souvenir de tout ça. Puis c'est plus toutes les escales. Je passe sur les escales. On a passé des escales, l'île de Pâques. C'était un rêve pour moi. Corinne a rêvé d'aller à Tahiti. On est allé à Tahiti. J'ai nagé avec des requins, j'ai nagé avec des tortues.
c'était un truc, c'était fou. On a vécu vraiment des choses extraordinaires. On a vécu une sorte de simili. C'est pas une attaque. On était abordé par des bateaux à Suez avant de prendre le canal de Suez. Il y a des bateaux qui s'accostent sur le navire de croisière pour vendre des bricoles. Mais comme on était en période Covid, on voulait pas qu'ils abordent. Donc les gens du bateau ont dû les arroser avec les lances incendies pour faire s'écarter. C'était marrant. C'était pas mal l'aventure. On a vécu plein de bonnes choses. Mais de toute façon, ce tour du monde est une aventure. On va continuer à l'évoquer ensemble, chers amis. On va se retrouver juste après une petite pause. À tout de suite. MSC Croisière, la compagnie qui vous invite à découvrir le monde en grand, vous présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et le monde à découvrir en grand grâce à l'univers de la croisière avec Patrick Pourbet, directeur de MSC Croisière France, Laurent Ribérol qui est en ce moment même sur le MSC Poesia et que nous avons pu joindre sur le bateau avec son épouse Corinne, et Steven Protois, directeur du GIP Le Havre Croisière. Steven, une question pour vous. Le port du Havre, quelle est la première chose qu'on voit quand on est passager et qu'on arrive dans le port du Havre? Est-ce que c'est le quai de Floride, le fameux quai de Floride? Le quai de Floride est effectivement le point d'attache des bateaux, avec sa position dans le port historique. Mais le cheminement des bateaux dans le chenal fait en sorte que les passagers passe le long de la plage du Havre, le long du patrimoine reconstruit d'Auguste Perret, et commence à découvrir la cité avec les émergences des différents bâtiments et du patrimoine construit après-guerre. Et une fois qu'on est à quai, on a cette vue sur la façade, la porte du quai Southampton, et l'ensemble de la ville reconstruite et l'ensemble des espaces publics nouvellement reconstitués. Oui, on peut voir tout l'effort architectural d'Auguste Perret, d'Oscar Niemeyer, tous ces gens qui ont reconstruit la ville du Havre après les bombardements. Et c'est ça qu'on découvre quand on arrive c'est assez majestueux quand même, hein, c'est assez joli. De toute façon, les arrivées de port sont formidables dans les croisières. Et je crois qu'effectivement, on a dans chaque port des choses bien particulières. Le gros intérêt de celui du Havre, c'est que le bateau est dans la ville. On est à proximité immédiate, à quelques centaines de mètres à pied. C'est pas le cas partout sur les ports européens, où on est parfois un peu relégué à plusieurs kilomètres. Là, on est vraiment au bord de la ville, et dès l'arrivée du bateau, les passagers peuvent descendre et profiter directement du territoire et des différents services que la communauté urbaine ou que l'office de tourisme peut délivrer. Oui. Et rappelons que les fleurons du territoire, c'est quand même Honfleur, Giverny, Étretat, le Mont-Saint-Michel, qui sont à portée de main, enfin à portée de bus. Hein. Il suffit en une heure, on y est, quoi. Et tout à fait. Juste après le Havre, on a effectivement tout le potentiel touristique de la Normandie. Bien évidemment, Paris est aussi un point d'intérêt pour les croisiéristes, avec des excursions organisées. On arrive facilement sur un périmètre de 200 à 300 km à rayonner dans la journée, et de pouvoir offrir des sites touristiques très emblématiques au-delà du territoire havrais. Patrick Pourbet, le MSC est présent au Havre ? Oui, absolument. Et depuis longtemps ? Non, c'est assez récent en fait, depuis l'hiver dernier en fait, mais évidemment avec la crise c'était un peu compliqué, donc cet hiver-ci on est revenu évidemment au Havre avec une programmation sur tout l'hiver. Alors c'est un peu particulier de commencer par l'hiver, mais ça se mariait bien avec des circuits que nous organisons déjà pour les marchés allemands et britanniques vers les grandes capitales du Nord. Et donc c'est vrai que pour les Français, de pouvoir partir du Havre toutes les semaines, puisque le bateau est là, c'est le MSC Virtuosa, un de nos derniers fleurons, et il part toutes les semaines du Havre, et donc vous pouvez sur un circuit visiter Zeebrugge pour aller voir Bruges, Bruxelles, Anvers. Vous êtes le lendemain à Rotterdam, vous êtes le lendemain à Hambourg, et puis à Southampton pour aller voir Londres. Et donc c'est vrai qu'un peu en dehors de la foule et des chaleurs de l'été, ce sont des périodes magnifiques pour aller visiter les richesses des grandes villes. Et donc on a beaucoup évidemment d'ambition au départ du Havre, parce que c'est vrai qu'MSC, on est maintenant leader sur le marché français, et on a cette vocation de faire découvrir la croisière à ceux qui ne connaissent pas. Marseille a été réellement un vecteur de développement pour la Méditerranée, et nous pensons très objectivement que le Havre va jouer ce même rôle. On est en train
train de construire l'avenir de la croisière en France. Et pour Steven le disait, mais pour rajouter un élément important, on dit toujours le Havre, c'est le port de Paris. Donc pour les Parisiens, on n'y pense pas souvent, mais c'est 2h30 de route et on est parti en croisière. Quoi, je veux dire. C'est vrai. Au départ de Paris, on prend la voiture. C'est une facilité incroyable. Absolument. Et que fait le port du Havre, Steven, pour s'améliorer, je dirais, pour offrir des conditions optimum d'accueil du public dans le respect de l'environnement? Vous savez que c'est la grande mode en ce moment. Oui, tout à fait. Donc actuellement, nous habitons dans des anciens hangars portuaires qui ont été aménagés de telle sorte qu'on puisse quand même fournir un minimum d'accueil, de confort et de sécurité. Mais tout dernièrement, il a été pris la décision d'investir sur ce secteur de la ville avec un programme d'investissement pour la création de 3 nouveaux terminaux. Oui, 3 nouveaux terminaux, donc c'est plus de 18 000 mètres carrés. Électrifiés pour les paquebots? Et effectivement, avec des infrastructures modernisées. Donc on a un programme d'investissement, la communauté urbaine du Havre et Aropa Port, un programme d'investissement de plusieurs dizaines de millions d'euros pour rénover et améliorer donc les conditions d'accueil. Et ça passe par l'électrification des quais, ça passe par le remplacement des grues de manutention, des passerelles d'accès aux bateaux, des nouveaux terminaux donc à basse énergie, à énergie positive, je veux dire, avec des espaces publics complètement rénovés, où le marquage industriel ou portuaire de la zone actuellement va clairement s'estomper pour avoir un nouvel espace dans la ville où les croisiéristes seront accueillis dans des conditions optimum et où les Havrais pourront aussi s'approcher au plus près des bateaux et profiter de ce nouveau espace public. Je vois que Patrick Pourbet est très attentif à ce qui se passe au Havre. Hein. On est ravis de cela parce qu'il y a vraiment un développement qui s'est fait en très bonne harmonie avec le secteur, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai que quand on parle de la croisière et du développement de la croisière qui va continuer à se développer, par contre, en effet, il doit être développé avec une vue à 360 degrés. Bien sûr. Ce n'est pas juste un bateau qui vient à quai toutes les semaines, c'est un partage avec la communauté locale. Alors, ce qui est formidable aussi, voilà, électrification immédiate. Alors ça, c'est important projet. pour nos auditeurs. Mais c'est capital. Rappelons ce que c'est que l'électrification. Ça veut dire quoi, l'électrification? Ça veut dire que pour nous, par exemple, tous nos bateaux, et le Virtuosa qui actuellement est au Havre toutes les semaines, il est déjà équipé. Donc ça veut dire que quand on a l'électrification, le bateau rentre dans le port, il coupe ses moteurs complètement. Une grosse prise est branchée et toute l'électricité dont le bateau a besoin est fournie par cette prise électrique. Alors qu'avant, c'était fourni par les moteurs qui tournaient au ralenti toute la nuit. Et donc, ça veut dire que quand on a l'électrification, ça veut dire 0 émission. D'accord, très bien. En plus, je crois qu'au Havre, la réglementation est draconienne en mer du Nord sur l'environnement. Steven. Oui, c'est un des 4 secteurs internationaux où les émissions sont déjà bien en deçà d'autres mers, notamment de la Méditerranée. Et l'ensemble des bateaux effectivement qui accostent sont déjà avec des captages de fumée. Mais au-delà des captages de fumée, c'est toutes les installations techniques qu'on peut retrouver à bord des navires sur la maîtrise de l'environnement. Monsieur Pourbet pourrait le développer, mais ça passe par les peintures de coque, ça passe par le recyclage de l'eau, des déchets. Justement, il y a déjà énormément de choses. Comme je le dis toujours, nous sommes des transitionnistes hyperactifs. Ça veut dire qu'on est vraiment très attentifs et très actifs sur tous les sujets qui permettent de réduire. On a une feuille de route qui est tracée. À l'horizon 2050, on va vers 0 émission. Pour y parvenir, il y a un objectif intermédiaire qui est 2030, moins 40%. Chez MSC, on pense y arriver d'ailleurs 2 ou 3 ans avant, 2027-2028, déjà moins 40%. Et pour y parvenir, on agit sur toute une série de facteurs. Ça va être trop long de les énumérer tous aujourd'hui. Mais bon, voilà, l'électrification, par exemple, c'est un élément capital aussi dans le futur. Et puis, il y a d'autres éléments sur lesquels on travaille. Donc, on est très optimiste par rapport à cette ambition. Et d'ailleurs, Patrick, il y a une grande campagne qui va commencer de sensibilisation, de communication. Elle dit quoi, cette campagne ? Alors, elle dit, dans les grandes lignes. Elle va parler justement de tout ce qu'on fait comme effort. Parce qu'aujourd'hui, le public ne le sait pas assez. Alors, 3 efforts, par exemple, que vous avez fait. Par exemple, le dernier paquebot que les chantiers de l'Atlantique nous ont livré, c'est un bateau qui fonctionne au GNL, au gaz naturel liquéfié. Bon, ça veut dire que tout ce qui est particules fines et oxyde de soufre, oxyde d'azote sont... Particules fines, il n'y en a plus. D'accord. Oxyde très 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 faible, extrêmement faible, même sans filtre.
Mais surtout aussi, au niveau de l'impact CO2, dès qu'on fonctionne au gaz, c'est 25% de CO2 en émissions en moins. Bon, ce n'est qu'une étape, ce n'est pas l'étape ultime, mais sur tous ces sujets. Alors, pour en prendre un autre, on parlait, oui, de la peinture qui permet de peindre les coques en blanc. Eh bien, ces peintures ont évolué. Aujourd'hui, on a des nouveaux polymères qui permettent de faire mieux glisser l'eau sur la coque. Rien que cette peinture, c'est 10% d'économie sur le fuel consommé à bord. C'est plein de petites choses comme ça, mis bout à bout. Choses comme ça, des itinéraires revus pour que le bateau navigue moins vite, parce que la vitesse, évidemment, c'est exponentiel. Au plus on accélère, au plus on émet. Chez nous, c'est déjà une particularité. Un bateau peut naviguer à 21 nœuds, mais nous naviguons en fait en moyenne à 14 nœuds. D'accord. Donc, et puis il y a plein d'autres, bien sûr. Aujourd'hui, les nouveaux bateaux, il n'y a plus que des lumières en LED, hein, bien sûr. Et il y a comme ça toute une série de sujets sur lesquels on veut communiquer. C'est vrai qu'on ne l'avait pas fait jusqu'à présent de façon aussi forte. Et là, d'ici 2 semaines, là, on va lancer une nouvelle campagne et sur laquelle on va vraiment s'exprimer de façon beaucoup plus claire sur ce que l'on fait pour améliorer les choses. Très bien. Laurent Ribérol, vous qui êtes à bord du MSC Poesia, comment est la vie à bord? Est-ce qu'on peut dire, c'est vrai, en tant que passager, que vous bénéficiez des services d'un palace flottant? Oui, vraiment, on peut le dire. Là, il y a vraiment, il y a plein d'activités à bord. Il y a une équipe d'animation qui se charge de créer des animations un peu à droite, à gauche. Il y a une table de ping-pong, il y a des baby-foot, il y a des salles de lecture, il y a des salles pour jouer, il y a un casino, Non, on a vraiment de quoi s'occuper. Il y a un pont marchand. On est d'ailleurs hauteur du pont 7. On voit tous les gens qui font leur petite marche journalière. Non, la vie est vraiment agréable. Le personnel est très sympathique. On a vraiment du personnel chez MSC qui est de grande qualité, des gens exceptionnels, très courtois, très gentils, très serviables. Et puis, au niveau de ce qui est essentiel de la nourriture, on peut dire que là, on est quand même à un bon niveau au niveau de la restauration. Là. Ah bah c'est quand même une compagnie française, monsieur. Ah oui, avec des produits frais. Et puis, non, de ce côté-là, on est vraiment choyés. On est vraiment choyés. Très bien. Restez avec nous, chers amis de Sud Radio. On va continuer à évoquer cette croisière maritime, cette aventure maritime qui est aussi une aventure humaine. Et on vous dira pourquoi tout à l'heure dans un instant. À tout de suite. MSC Croisière, la compagnie qui vous invite à découvrir le monde en grand, vous présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et dans le monde à découvrir, nous partons en croisière autour du monde avec MSC Croisière. 2 possibilités, 2 croisières possibles, Patrick, assez différentes l'une de l'autre. Oui, mais qui font un vrai tour du monde pendant 120 jours. Exactement, on part de Marseille, là, 6 janvier, et on revient à Marseille, sans avoir pris l'avion, sans avoir volé, et on a vu on a fait le tour du monde complet. Alors Patrick Pourbet, vous qui êtes directeur de MSC Croisière, vous avez certainement des retours de passagers. Est-il vrai que à bord, il se passe des choses entre les gens, que c'est vraiment un moment où se créent des vrais liens d'amitié entre les gens? Curieusement, cet esprit de croisière fait qu'il y a des noyaux de gens qui se créent et qui se revoient et qui entretiennent après. On devient comme un petit club en fait d'amis. Oui, alors plus particulièrement sur le Tour du Monde, Laurent le disait, sur le Tour du Monde, évidemment, on est en communauté. Quand on part comme ça 4 mois, on va vivre une expérience ensemble. Et donc, ce qui est amusant, évidemment aussi, et c'est ce qui fait le plaisir de la croisière Tour du Monde, c'est que quand on était voir l'île de Pâques, il mentionnait l'île de Pâques, et bien quand on revient sur le bateau, on a envie d'échanger, on a envie de partager les expériences. Et ça, on le fait au fil des escales, et finalement, en traversant le monde entier, tous les continents. Et donc, je pense que le fait de le partager est tout aussi important que le fait de le visiter. Laurent, vous êtes d'accord pour dire que vous, votre groupe Facebook que vous avez créé sur la première croisière, vous l'avez entraîné avec vous pour recommencer? Oui, c'est exact. Encore en 2020, on avait un groupe. Bon, j'avais créé un groupe Facebook. On devait être 150 personnes, je crois bien. Ah ouais, carrément. Et cette année, sur le compteur, cette année, on a 360 personnes pratiquement. D'accord. Quand Patrick parlait tout à l'heure de plus de 600 personnes, 600 Français à bord, on peut dire qu'on représente pratiquement la moitié des passagers français à bord. C'est un groupe qui permet de créer une bonne cohésion, de l'aide à bord. Là, pour vous donner un petit aperçu, j'ai fait une réunion, j'ai demandé à pouvoir obtenir l'accès à une pièce sur le bateau. On nous a accordé la salle la petite salle des fêtes, si vous voulez, du bateau. Et puis la salle était pleine.
Donc, on a fait notre première réunion, puis on a parlé de choses et d'autres, puis on a commencé à régler des problèmes du genre, il y a quelqu'un, il y a une dame qui, avant de partir, avait suivi une opération, elle a besoin de changer ses pansements tous les jours. À l'autre fond de la salle, il y a une dame qui a levé la main, elle dit, moi, je suis infirmière, donc je peux m'en occuper. On a des enfants aussi, on a des petites familles. Et puis, bon, la scolarité continue aussi à bord. Et on a demandé s'il y avait des gens dans le groupe qui étaient d'accord pour donner des cours, pour aider, pour donner des cours aux enfants. Aussitôt, dans le groupe, il y a des gens qui se sont présentés pour filer un petit coup de main pour ça. Donc, on a créé vraiment un vrai réseau avant le départ. Ça fait 2 ans qu'on communique tous ensemble, enfin pour la majorité. Hein. Il y en a qui sont arrivés sur le tard dans le groupe, mais pendant 2 ans, on a tout préparé, les visas, les escales. On a préparé des excursions entre nous, et puis tout s'organise sur le bateau en parallèle de la vie de MSC. Puis ça va super bien là. Alors, il y a Laurent, un monsieur qui était vraiment paniqué parce que. Oui, allez-y. Oui. Allez-y. Oui, je disais, il y a un monsieur qui avait un problème de connexion Internet. Il avait des problèmes à régler. Sa femme avait subi une opération. Il y avait des rendez-vous médicaux à organiser. Je lui ai prêté mon ordinateur. Puis je sais qu'il n'y a pas de. Et j'ai retrouvé mon ordinateur plus tard là. Et puis non, c'est vraiment, on a créé une sorte de petite famille là, vraiment une petite famille là. D'accord. Et Laurent, vous nous parliez tout à l'heure aussi de la cohésion, de la solidarité entre les gens. C'est quelque chose qui perdure après par la suite. Oui, je vous dis, notre dernier tour du monde en 2020, on est resté en contact avec pratiquement tous les gens qui étaient sur le groupe Facebook de 2020 là, puis ils sont partis, la majorité est repartie avec nous cette année. Enfin, on est reparti avec eux tous ensemble cette année là. Alors, donc les liens sont restés. Et n'oublions pas que la vie à bord, c'est. On est allé en France, on est. Oui. Ouais. À la vie, à la mort, on dit. Mais c'était ça, c'est vraiment un vrai groupe d'amis là. C'est vraiment des amis. Quand on vient en France, on ne dit pas d'aller en voir quelques-uns de temps en temps, dans la mesure du possible. Et puis c'est une amitié qui reste vraiment. Ouais, c'est quelque chose de fort qui se passe dans ces croisières autour du monde. Patrick Pourbet, il y a combien d'excursions possibles? Là, on a 53 pays donc visités. On visite 53 pays. C'est énorme. Donc il y a 53 escales. Plus que ça même, parce que sur certains pays, par exemple en Nouvelle-Zélande, il y aura 4 escales. En Australie, il y aura 4 escales. Et une chaque jour, quoi. Et donc voilà, à peu près. C'est énorme. À peu près. Après, il y a parfois des traversées, comme là maintenant, la transatlantique, 5 jours. Mais après, les escales vont se. Et donc combien d'excursions? Alors, au total, on a, en tout cas en proposition d'excursion, plusieurs centaines, puisqu'on a à chaque escale un choix d'excursion. Donc ça veut dire que les gens qui imaginent qu'ils vont faire un tour du monde, ils ne sont pas bloqués sur le bateau, ils peuvent le matin partir, faire un tour en ville, en excursion, et revenir, partir, ils repartent. Ah oui, bien sûr, c'est l'esprit même du tour du monde. C'est surtout que, comme on navigue aussi, quand on arrive en escale, on est dans un esprit de découverte à chaque fois, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il peut arriver qu'un passager loupe l'escale? Et tiens, le bateau est parti. Ça peut arriver, mais étonnamment, ça arrive très rarement. Alors même sur les croisières régulières de 7 jours, on pourrait imaginer avec le nombre de passagers qui est plus d'abonnés absents. Eh bien non, pas du tout. Il y en a très peu, mais bon, ça peut arriver. Alors, ensuite, dans tous les ports, on a un agent de port qui à ce moment-là va s'occuper du pauvre passager perdu. D'accord. Bon, assez frais par contre, mais on va le récupérer et organiser son rapatriement sur le bateau au plus vite. D'accord. Steven, est-ce qu'on peut partir du Havre, faire de la croisière fluviale aussi, qui est une autre façon de voyager aussi? Oui, c'est effectivement quelque chose qui est en développement et assez récent sur notre territoire. On peut voyager le long des méandres de la Seine, entre Paris et Le Havre, au départ du Havre, au départ de Paris, d'un sens ou de l'autre, et le principe reste le même. C'est d'autres compagnies fluviales pour le coup qui s'occupent de l'activité, et on escale aussi au gré des ports fluviaux pour des excursions ou visiter localement les différents sites aussi le long de la Seine. Alors dans notre imaginaire collectif, on a toujours cette liaison mythique, Le Havre-New York. Est-ce qu'elle existe toujours? Oui, bien sûr. Les concurrents ou confrères de Monsieur Courbet, tels que oui, ce sont des amis. On est tous amis dans le maritime. La compagnie Cunard avec le Queen Mary offre toujours la prestigieuse traversée. On a aussi d'autres compagnies qui l'offrent. On a eu un bateau au départ
en escale inaugurale norvégienne américaine qui est partie au mois d'octobre aussi pour une transatlantique. Donc on a aussi des offres depuis le Havre sur les transatlantiques avec cette longue histoire qu'a le territoire havrais avec bien sûr les transatlantiques puisque pour les plus connus, le Normandie, le France avait aussi des saisons, des voyages réguliers, quoi. Donc pensons au Havre lorsqu'on veut partir en croisière. Allons au Havre, c'est encore plus simple qu'aller à Marseille parfois pour les Parisiens. Avec Steven et ses équipes et la ville du Havre, nous allons construire le futur de la croisière au Havre. Ça, absolument. C'est certain. Quel est votre projet de développement? Dernière question pour vous, Steven Protois. On est à 400 000 passagers par an. Vous en voulez combien? 500 000, 600 000? Comme je vous le disais, le programme d'investissement qu'on a réalisé, s'appuie quand même sur des chiffres et une évolution de la croisière. On espère, il y a de fortes chances qu'on les atteigne, 600 000 passagers à l'horizon 2030. D'accord. Mais la capacité des terminaux permettra facilement d'atteindre 800 000 passagers et c'est ce qu'on peut espérer de plus. D'accord. Merci d'avoir participé à notre émission, Steven Protois, directeur du GIP Le Havre Croisière. On ira vous rendre visite au Havre parce qu'on sait maintenant qu'on peut faire un tour du monde depuis Le Havre. Et en plus, le quai de Floride, moi, ça me fait rêver. J'adore cet endroit. Et c'est chouette comme le quai de Floride. Rien que le nom déjà. Mais oui, on a... Sur le Havre, il y a le quai du Cameroun, le quai du Brésil, beaucoup de quais à visiter. Un tour du monde au Havre. Déjà, ça commence bien. Merci beaucoup, Steven Protois. Patrick Pourbet, dans vos projets, vous, de développement de croisière avec MSC, il y a déjà deux tours du monde par an. On ne va pas en mettre un troisième. Non, alors deux tours du monde, c'est exceptionnel, puisque pendant 21, 22, on n'a pas eu de départ de tour du monde. Donc on a décidé quand même de laisser garder la programmation, de la reporter de 21, 22 à 23, et le tour du monde 23 était déjà programmé. Donc on a exceptionnellement 2 tours du monde. En 24, on a un autre tour du monde, alors un peu plus particulier, il ne fera pas vraiment un tour du monde complet, mais il aura un itinéraire extrêmement riche en parcourant toutes les côtes occidentales de l'Europe et de l'Afrique, et la côte orientale des Amériques. Donc est-ce qu'on peut dire que ce sont des tours du monde presque à la carte? On choisit un peu, c'est flexible, on choisit un peu ce qui se passe. Ah oui, et puis nous, évidemment, comme on en programme en général un par an, eh bien évidemment, on fait beaucoup d'efforts pour programmer évidemment un itinéraire qui est chaque fois différent, avec des nouveautés, des nouvelles escales, des nouveaux overnight. Donc overnight, c'est quand on reste plus d'une journée au même port pour pouvoir vivre la destination. Il y a des jours où on reste 2 jours de même port. Oui. Très bien. Et qu'est-ce que vous conseilleriez à un passager ou une passagère qui voudrait faire un tour du monde là maintenant? Qu'est-ce que vous lui diriez? Vous lui diriez attention, c'est 4 mois, il faut prendre c'est pas rien, 4 mois de coupure avec sa famille, ses amis, physiquement quoi. Oui, j'ai envie de dire il faut vraiment préparer. La préparation est aussi importante que le voyage, j'ai envie de dire. Et dans ce cadre-là, j'ai envie de renvoyer la balle à Laurent, parce qu'ils ont une initiative formidable. Quand on a un groupe, une communauté sur laquelle on peut poser toutes ces questions avec des passagers français qui sont déjà partis autour du monde, c'est formidable. Moi, j'ai envie d'inviter les passagers à se brancher. Un cocktail de bienvenue. Voilà, exactement. Et de se brancher sur la communauté de Laurent et Corinne, et puis de partager leurs questions, leurs appréhensions éventuellement. Et puis je pense que quand ils parleront avec la communauté, ils vont être assez vite convaincus. Laurent, quel est le nom du groupe Facebook? Le nom du groupe Facebook? Oui. C'est le TDM MSC Poésia 2020. D'accord. Les Amis du Monde. J'ai appris un peu le même titre qu'en 2020. Et c'est ça, on le trouve facilement sur Facebook. C'est un groupe privé, bien sûr, parce que c'est essentiellement basé pour la préparation du groupe. Ça fait quand même 2 ans qu'on prépare le tour du monde. Et puis c'est vrai, comme disait Patrick, ça se prépare vraiment sérieusement. Il faut préparer des excursions, il faut tout préparer au niveau vêtements, équipements, et puis le fait, les visas aussi, et puis tout ça, ça se prépare à l'avance. Et puis chacun amène ses petites idées, puis on arrive au jour du départ, on est vraiment prêt là. D'accord. On va continuer à parler de ce merveilleux voyage que vous faites avec votre épouse Corinne autour du monde. C'est le 2e, vous en ferez peut-être un 3e, un 4e. Vous avez l'air d'être abonné maintenant. On va continuer à en parler dans un instant. On fait une petite pause. À tout de suite. MSC Croisière, la compagnie qui vous invite à découvrir le monde en grand, vous présente
Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et avec Patrick Pourbet, directeur de MSC Croisière France, Laurent Ribérol qui est en ce moment sur le MSC Poesia, qui vient de quitter Funchal et qui est donc au milieu de quoi, Patrick? Quel océan? De l'océan Atlantique. Ils vont rejoindre, après 5 jours de navigation, les Caraïbes. Oh là là. Formidable. Bridgetown, la Barbade. Ouais, il fait beau en ce moment, Laurent? Ouais, on a un super soleil, la la mer est relativement calme. Ça va bien, ouais. Et puis on commence à retrouver des bonnes températures. Les gens sont sur le pont, il y a des gens sur le bord de la piscine. On commence à trouver nos marques là, c'est bon là. Alors quels sont les petits trucs et astuces, comme le dit mon assistante dans l'oreillette? Demande donc les trucs et astuces à Laurent sur le voyage. Qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas oublier? Qu'est-ce que vous conseillez à celles et ceux qui veulent partir en croisière comme ça, en tour du monde? Oh là, il y en a des choses à prévoir. Il y a tout ce qui est médicaments naturellement, tout ce qui est matériel pour le laver le linge. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il faut emporter sa petite lessive. Il faut emporter sa petite lessive. Oui, parce que il y a quand même la possibilité de donner son linge à laver à bord, hein, ça, c'est possible. Mais pour les petites affaires, là, c'est bien de pouvoir laver à bord et puis faire sécher aussi. Donc, on a trouvé une bonne technique pour sécher le linge. Et c'est ça, chacun a amené sa petite. On a trouvé des bassines en plastique qui se plient, qui peuvent se mettre à plat, donc très pratique dans les valises. Ah oui. Et c'est ça, c'est tous des petits trucs que chacun amène en fonction de l'expérience. Oui, il y a même des espèces de petites machines à laver, un peu comme les essoreuses à salade là, qui se plient aussi. Ils font des belles choses maintenant pour voyager. Ah, on peut emmener des petites machines à laver qui se plient. C'est génial. Ouais, en plastique, ça se replie comme ça, puis on peut brasser, il y a une manivelle, on peut brasser, c'est exceptionnel. Les trucs qui sont fabriqués en Chine. Oui, Patrick. On a fait des beaux gadgets. Sinon, c'est vrai qu'il y a une blanchisserie à bord. Oui. C'est vrai que sur 4 mois, c'est peut-être fastidieux et un peu coûteux, mais on a quand même fait un effort aussi parce qu'on donne une réduction de 30% sur toute la blanchisserie, sur la croisière. Très bien, oui, enfin pour les petits trucs, les petits... voilà, pour les petits trucs, bien sûr. On le fait dans sa petite bassine. Tiens, est-ce qu'on peut emmener son chien à bord? Non. Alors ça, les chiens ne sont pas présents sur aucun bateau de croisière, excepté une compagnie transatlantique, la Cunard, qui accepte les chiens à bord parce qu'ils sont équipés parce que c'est de la transatlantique. Bien sûr. Il y a des gens déménagent de continent à un autre avec toute la famille, bagages, voitures sur le bateau et le chien. D'accord. C'est la seule exception. C'est la seule exception. Laurent, quelle est l'excursion que vous avez prévue demain, après-demain, ce soir, je ne sais pas quand? Dans les 4 prochains jours, on n'a pas trop d'excursions de prévues, mais quand on va arriver aux Caraïbes, on a loué un véhicule. J'ai loué un véhicule. C'est à Bridgetown qu'on a. Le GM. Ouais, on a loué un véhicule j'ai loué un véhicule, une compagnie de location sur place. Et puis on va faire le. Mais parce que le problème, c'est que c'est toujours par rapport à Corinne, il faut qu'on puisse faire des excursions qui soient adaptées. Et puis il faut qu'on puisse maîtriser le temps pour Corinne, parce que des fois il y a des impératifs qui font qu'il faut qu'on fasse une interruption dans notre excursion. Donc, on n'a pas le loisir toujours de prendre les excursions MSC, qui sont de bonne qualité aussi, faut dire ce qui est. Mais nous, c'est plutôt à cause du côté pratique, quoi. On organise des choses à part. Oui, je comprends. En règle générale, c'est ça, on véhicule, ou si on a plusieurs personnes, là, c'est comme, à Hawaï, j'ai loué un véhicule 12 places. Et puis, on va partir avec 12 personnes faire le tour de l'île. D'accord, très bien. Patrick, on a une grande liberté à bord des bateaux pour aller faire les excursions qu'on souhaite et qu'on veut? Oui, bien sûr. Je pense que ça fait partie des idées préconçues. On a l'impression que sur un bateau de croisière, tout est déjà formaté. On va devoir suivre. C'est pas du tout la réalité, c'est l'inverse. C'est la liberté. C'est la liberté. Je dirais que même le grand bateau apporte ça davantage d'ailleurs parce qu'il y a plus de choix encore. Et quand on est en escale, en effet, où on prend les excursions proposées par le navire, où on descend du bateau et on fait sa vie. D'accord. Est-ce que vous avez des exemples d'excursions à nous donner sur les tours du monde que vous connaissez? Alors j'en ai pas. Quelques-uns. Oui, il pourrait y en avoir. Je pourrais donner beaucoup d'exemples. J'en ai pas qui me viennent particulièrement à l'esprit.
Mais c'est vrai que là, ils vont arriver dans les Caraïbes. Dans les Caraïbes, on a des excursions qui sont un peu originales. On pense toujours un tour de l'île classique. Oui. Mais on peut aussi, par exemple, aux Caraïbes, c'est quelque chose qui est régulier maintenant sur ces destinations, c'est partir, par exemple, en catamaran et faire une petite régate en mer. Où on peut aller faire de la plongée sous-marine. Où on peut aller avec des petits sous-marins, aller découvrir les fonds marins. Ah oui? Oui, ça existe aujourd'hui. Comme dans Tintin, oui, Rackham le Rouge. Absolument, absolument. Donc là aussi, il ne faut pas penser que les excursions sont formatées et toujours de même type. Il y a des choses insolites et originales. Des choses insolites, et il y a des excursions sportives. Et je me souviens, on avait évoqué une île, au fait, une île MSC Croisière. Elle existe toujours, cette île? Alors, elle existe toujours. Une réserve naturelle formidable. Absolument. Parlez-nous de cette île. Voilà, c'est Ocean Cay. Alors là, ils ne pourront pas le faire parce qu'ils sont trop bas. Ils sont sur les Caraïbes Sud, et puis ensuite, ils vont passer le canal de Panama et remonter. Mais on peut toujours la visiter. Mais bien sûr, on a cette île-là qui est merveilleuse, qui est une des premières îles des Caraïbes les plus au nord. Elle est juste en face de Miami, en fait. Et c'est donc dans ce qu'on appelle les Bimini, donc dans le nord des Bahamas. C'est une île qui était en fait une île complètement désaffectée. C'était un site industriel, en fait, complètement horrible. Honnêtement, il y avait des gravats et tout. On a dû dégager 15 000 tonnes. Vous avez dépollué? On a dépollué, en fait, cette île qui était, en fait, une ancienne île industrielle. Elle avait un avantage, c'est qu'elle avait un quai, ce qui était formidable pour nous. Donc, on peut vraiment venir à quai avec le bateau. Il faut des gros tirants d'eau pour les bateaux, non? Pas trop, on pense que les bateaux sont très grands, mais c'est vrai que les tirants d'eau sont répartis au fait avec la largeur du navire également. Et donc finalement, on a un tirant d'eau de 8 mètres à peu près, donc c'est tout à fait raisonnable. Donc ça nous permet d'aller dans beaucoup d'endroits malgré tout. Et là, on a cette île en fait qui a été complètement reconvertie en un petit paradis. Franchement, j'ai envie de le dire, c'est un petit paradis. Alors la vocation, d'autres compagnies ont des îles aussi dans les Caraïbes, mais avec une vocation plus par d'attraction, c'est pas du tout notre approche. Nous, on est arrivé avec une approche réserve naturelle. Et donc on a un petit centre océanographique sur place. On a replanté 15 000 arbres. Il y a des gens qui habitent là-bas? On a des gens qui habitent là-bas, une petite communauté, panaménienne, des Bahamas. Et on a ce centre océanographique qui a réimplanté des espèces qui n'existaient plus sur l'île. On a une nouvelle flore, on a des oiseaux. Et le point d'orgue, c'était il y a quelques mois maintenant, pour la première fois depuis des années, des tortues sont venues répondre sur les plages. D'accord. Donc voilà, objectif atteint, on a réinstauré des coraux tout autour de l'île. Donc c'est un vrai projet environnemental, on peut le dire clairement. Chaque bateau vient, c'est un bateau à la fois. L'île est dimensionnée parfaitement par rapport au nombre de passagers. Et donc tous les passagers peuvent vivre l'île en harmonie et dans un état d'esprit très protecteur de l'environnement. Laurent Ribérol, sur quels critères vous avez choisi votre deuxième tour du monde? Est-ce que vous vouliez quelque chose de très différent, des escales communes avec le premier? Pas du tout? Non, on voulait changer d'itinéraire. Le deuxième tour du monde reprend, le Magnifica refait le même circuit qu'en 2020. On aurait pu refaire pour finir les dernières escales qu'on n'a pas pu faire en 2020 à cause de la Covid. Mais on a préféré changer d'itinéraire. Puis on était assez attiré par le côté asiatique là, qui est vraiment intéressant. Là, on fait toute la partie Japon, Corée du Sud, Vietnam, Chine, je pense qu'on n'ira pas. Hong Kong, Singapour. C'était ce côté-là surtout qui nous intéressait bien. Là, on voulait changer un petit peu. Et puis, la majorité du groupe partait aussi là. Ah bah oui. C'est ça aussi. Bien sûr. Patrick Pourbet, il faut ses visas en bonne et due forme, ses passeports tout le temps, prêts? Oui, tout à fait. C'est une question de préparation, comme le disait Laurent. Alors, tout ça, c'est vu avant? C'est vu avant, c'est plus compliqué qu'avant, puisqu'évidemment on sort d'une pandémie, donc tout ça a été beaucoup plus réglementé. Il a fallu beaucoup plus de visas que le tour du monde précédent. Mais bon, c'est une question d'organisation, on le suit, on le prépare avec les passagers et ça n'a pas posé de problème. On était à l'embarquement, donc en effet on a contrôlé et c'était un peu notre crainte que certains passagers étaient un peu trop laxistes sur les visas. Mais pas du tout, tous les passagers avaient fait leur home job, comme on dit, et donc avaient préparé les visas et donc... Voilà, donc non, c'est pas un problème, c'est une question de préparation. D'accord. Et à bord, rappelons-le que comme on part pour 4 mois, tout est prévu. Il y a une assistance médicale, il y a tout ce qu'il faut. On a tout à bord. Franchement. Et un des challenges pour nous sur un tour du monde, c'est par exemple la variété des menus. Puisqu'on ne va pas répéter les menus toutes les semaines. Donc on a prévu sur les 119 jours des menus différents pour chaque jour, tous les jours. Ah, c'est incroyable. Voilà. En général, il y a en plus plusieurs restaurants.
Et il y a plusieurs restaurants, bien évidemment, donc il y a aussi ce choix-là de pouvoir avoir un peu de diversité sur la restauration. Et puis, et en effet, avec des menus tous les jours différents, évidemment, ça permet d'avoir la variété. Même chose sur les spectacles, même problématique. Est-ce qu'on ne peut pas voir tous les soirs les mêmes spectacles, ou toutes les semaines les mêmes spectacles? Donc on a réussi à programmer 30 spectacles différents sur toute la croisière. 30 spectacles, donc ça veut dire qu'il y a 30 compagnies différentes? Non, ce sont les mêmes compagnies, mais qui ont travaillé dur. Qui ont dû travailler, ah oui, leur cahier des charges, c'était de nous proposer des choses. Exactement, donc c'est un gros travail de préparation. Vous êtes dur avec les compagnies. Hein. Mais enfin, le résultat est là. Mais le résultat est là, oui. Est-ce que vous allez au spectacle, Laurent, et voir ce qui se passe à bord, dans la vie à bord? Vous me parliez de boîte de nuit tout à l'heure, mais enfin, quand même, restons sérieux. Un peu de culture. Oui, on va tous les soirs, après notre repas, c'est le circuit obligatoire, on va voir les spectacles, et puis en général, on va tous les voir. C'est sincèrement d'une qualité exceptionnelle, et les artistes sont vraiment bons, c'est des professionnels, puis franchement, c'est du vrai spectacle. Hein. Pour le moment, on en est qu'au début, mais je vous parle par expérience de 2020, là. C'est vraiment des spectacles vraiment... Très bien. En tout cas, Laurent, bravo pour votre initiative et votre groupe Facebook. Bravo pour la solidarité que vous insufflez comme ça entre les passagers. Et puis quand on voit Corinne qui est ravie aux anges, bravo aussi de partager ce beau moment de tour du monde avec elle. J'ai envie de dire aussi... merci bien. Oui, j'ai envie de dire, quand je vois le sourire de Corinne, Laurent et Corinne, et que je vous vois, ça me remémore votre expérience 2020 que vous aviez partagée. Et ça nous fait très plaisir, et ça nous fait vraiment chaud au cœur de contribuer à cette belle aventure pour vous. Car c'est une aventure humaine aussi, une croisière et un tour du monde. Merci d'avoir participé à cette émission, Laurent et Corinne. Merci Patrick Pourbet. Merci Christophe. On retrouve toutes les informations sur le site de MSC Croisière. Si jamais vous voulez acheter un tour du monde comme ça, au débeauté, ou même une croisière, toute simple. On vous attend. Ah bah moi je sais, il faut absolument que j'y aille. Mais on va le faire, je vais le faire. J'espère que vous serez là, on pourra chanter ensemble, car je sais que vous êtes un redoutable chanteur. Je sais pas. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. C'était Le Monde à découvrir. On se retrouve la semaine prochaine à 17h sur Sud Radio. Salut. Sud Radio, Le Monde à découvrir, Christophe Gicquel. Avec MSC Croisière, la compagnie qui vous invite à découvrir le monde en grand.